Bonjour et bienvenue à cette autre édition du Bulletin des régions, une émission produite grâce à la collaboration des télévisions communautaires autonomes associées à Cogeco. Bonne émission. Alors, qu'est-ce que ça évoque pour vous, le 5-10-15? C'est un espace absolument magnifique. C'était des belles professions dans ce temps-là? J'ai fait 40 ans, madame. Donc, je vois l'homme comme un arbre parce que l'homme prend racine comme l'arbre. Avez-vous l'impression qu'il y a une relève pour ça? Est-ce qu'il y a des jeunes qui vont pour pas que ça se perde? C'est cette année que ça vaut vraiment la peine de venir au marché public. Ça représente une belle tradition, en fait, qui est un peu un porte-bonheur pour les pêcheurs. Au sommaire pour vous cette semaine. Dans Charlevoix, des intervenants de différents secteurs se concertent pour définir un plan de conservation des milieux naturels et de la biodiversité. Dans Rimouski, la Matapédia, un nouveau candidat pour le Bloc québécois. À Grande-Rivière, on visite les industries FIPEC qui fabriquent depuis 1967 casiers et filets pour la pêche au crabe, au homard et au bourgeot. À Joliette, un tapis rouge pour les vedettes d'une série de capsules vidéo sur la bientraitance dans les centres d'hébergement. À Plessisville, la fusion du service incendie avec les municipalités avoisinantes est une priorité pour la MRC de l'Érable. À Montmagny, 3 employés municipaux ayant sauvé une vie sont honorés. À Vaudreuil-Dorion, on souligne le départ du directeur général du Musée régional de Vaudreuil-Soulanges, Daniel Bissonnette, après 38 ans de loyaux services. À Val-d'Espoir, c'est le jour de la marmotte et Fred la marmotte se prononce pour une 15e année. Mais pour commencer cette émission, on va se rendre à Cap-Santé pour une journée acéricole qui regroupait des producteurs de sirop et des équipementiers. Aubert Tremblay de CJSR y était. On organise des journées acéricoles depuis plus de 40 ans au MAPAC. On a commencé dans les cabanes à sucre, on est rendu dans des salles plus grandes. On a 12 journées acéricoles au niveau du Québec. On va faire un peu d'histoire d'invasion biologique. Vous allez voir que c'est pas... Ça a évolué avec le temps. À l'époque, on avait quelques kiosques dans le fond de la salle. On essaie de gérer les deux ensemble. Maintenant, on parle plus pratiquement d'un salon, un salon d'exposants avec une salle de conférence. On a la même formule à peu près partout. Ça permet d'aller chercher l'information au niveau des équipementiers. De mon côté, j'organise celle de Cap-Santé avec le club acéricole, Madame No. Le club existe depuis 1994 pour la région de Portneuf, mais qui regroupe en réalité de la capitale nationale jusqu'à Mauricie. On a à peu près, bon an, mal an, autour de 80-85 membres. Ce qu'on fait en réalité au niveau du club, c'est d'amener un soutien, que ce soit un soutien au niveau production ou un soutien au niveau de la qualité du sirop d'érable. C'est un membership là, qui est volontaire. La façon que ça fonctionne, il y a ce qu'on appelle les réseaux agri-conseils. Les réseaux agri-conseils, eux autres, là, c'est pour toutes les productions agricoles. Notre production agricole, en ce qui nous concerne, ben le producteur peut aller chercher pour un producteur conventionnel 50% de subvention. Cette subvention-là vient rencontrer mes honoraires. Ou s'il est producteur biologique, là, c'est 65% de subvention qu'il peut aller chercher. Les producteurs, ça va de 500 entailles à 130 000 entailles environ. Là. C'est un succès année après année. On a des assistances records. C'est pas juste les membres du club là, qui s'en viennent ici. Là. C'est tous les producteurs acéricoles sont invités à venir ici. Quand je dis producteur acéricole, tu as 2 érables en avant de ta maison, puis tu veux les entailler, ben, tu peux venir aussi, là, puis venir jaser avec des gens. Là. Puis là, il y a combien de participants aujourd'hui? Aujourd'hui, on m'a dit tout à l'heure, on était autour de 110-111 personnes. On offre des vestes pour acériculture. Ça s'enfile comme un manteau. On est à Saint-Côme-Linière. Ah, Saint-Côme-Linière. OK, vous n'êtes pas dans Port-Neuf. Non. Un petit velcro ici pour les petites pièces. Uh-huh. De chaque côté, on a une courroie pour mettre des chutes. Ah oui, bien exactement, oui. Les poches, ils sont battantes. Fait que quand ils sont pleines puis qu'on se penche, ben ils se videront pas. On a la bannière Agrizone à l'intérieur de notre bannière BMA, qui est la partie agricole et acéricole. Donc, on vend les cannes de sirop d'érable, entre autres. Et tout ce que les gens ont besoin pour réparer, entailler, transformer, emballer et nettoyer. CDS, c'est un manufacturier, un distributeur d'équipements acéricoles au Québec. Donc, on fait l'installation, puis la vente, l'expertise de tous les équipements acéricoles. De l'arbre jusqu'au baril de sirop. Puis ça, c'est basé où?
La maison mère est à Saint-Lazare-de-Bellechasse. Nous, notre magasin pour la région aussi est situé à Portneuf. Nous, on offre plusieurs services. Les producteurs agricoles peuvent nous contacter soit pour avoir des travailleurs étrangers temporaires ou pour de la main-d'œuvre locale. Puis les chercheurs d'emploi peuvent nous contacter pour se trouver un emploi en agriculture. Donc, on promouvoit aussi les emplois agricoles. Technoforêt Énergie, c'est une compagnie qui a développé un brûleur, qui est le brûleur Vesta, pour une insertion dans des évaporateurs, peu importe l'évaporateur qui est sur le marché. C'est un brûleur au copeaux. Ce brûleur-là, on l'insère à la place du brûleur qui est existant dans l'évaporateur. Puis fait que l'évaporateur tombe avec un brûleur au copeaux. Le Centre provincial d'expertise, on commence à offrir des services de production de plaquettes de bois directement chez les acériculteurs. Je travaille dans l'innovation de la sériculture. On pousse sur des produits qui sont plutôt innovants. On a même des nouvelles manières de travailler. On se casse la tête à essayer d'améliorer la sériculture. Et ici, on a le Perfecto, un outil qui permet d'optimiser l'entoyage, puis l'entoyage des érables pour faire des trous plus droits. Pas besoin de monter le plateau, puis il est complètement stainless, ça va assez bien pour la laver. On est lac mégantique, on vend surtout en ligne, on expédie partout dans l'Amérique du Nord où il y a des érables. Depuis une dizaine d'années, on a introduit tout ce qui est érablière, qui est de l'installation de fibres optiques entre la pompe et les bouilleuses. Et en même temps, on est capable d'avoir des caméras de surveillance ou des contrôles de base pour partir les pompes à distance. LS Bulodo, tous les produits acéricoles, on a aussi des systèmes de chauffage et on fait de l'industriel commercial. On a une usine qui est située à Neuville, sur l'autoroute 40, et la maison mère est à Saint-Éphrem-en-Beauce. Dominion Grim, c'est une entreprise centenaire. La maison mère est à Anjou, Montréal. Par contre, on a des usines un peu partout dans différentes régions. On offre tout, de la tubulure à aller jusqu'aux les osmoses, les bouilleuses, les bassins. On peut offrir de tout pour le sériculteur. On vend les produits des SNESTAR. Ensuite, on fait des reconstructions d'évaporateurs, on fait des modifications Goudrel BHE et on offre aussi le service en forêt, installation, entoyage, fuite, désentoyage. Et vous êtes basé où? À Pont-Rouge. L'organisme La Région de la biosphère de Charlevoix a convié les différents intervenants à un atelier de co-création d'un plan de protection des milieux naturels. Un reportage de Mathieu Larivière de TVCO. La Corporation de la Réserve de la biosphère de Charlevoix ne ménage pas les efforts pour protéger le territoire charlevoisien. Au cours de la dernière semaine, l'organisation a convié plus d'une trentaine d'acteurs du milieu pour définir une vision élargie de l'avenir de l'aménagement et de la conservation dans Charlevoix. La dernière fois, le dernier atelier qu'on avait tenu, c'était 4 ateliers avec des acteurs sectoriels, donc de différents secteurs. On avait tourisme et loisirs, on avait communauté autochtone, environnement, on avait des gens du municipal social et des gens du secteur primaire, donc tout ce qui est exploitation là, agricole, forestière, minière éolienne, tout ça. Donc, c'est pour entendre leurs préoccupations en lien avec la conservation du territoire, ce qui se fait déjà, c'est quoi les priorités de conservation. On a rassemblé tout ça, puis là, on en vient à proposer là, des objectifs de conservation. Vous voyez, il y a des écrans à chacune de vos tables. On va travailler ensemble avec un outil qui s'appelle Miro aux tables. La région de la biosphère se dit ouverte à entendre les préoccupations régionales afin de travailler en concertation pour préserver les écosystèmes naturels. On va venir valider les objectifs proposés avec l'ensemble des participantes. Donc, ils vont pouvoir nous dire est-ce qu'il manque des éléments majeurs, est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas du tout pris en considération, est-ce qu'il y a des acteurs ou des éléments là, à rajouter à ces objectifs-là. Et essayer de cibler aussi des experts qui vont pouvoir nous permettre d'aller plus loin dans ces objectifs-là, parce que là, c'est des objectifs très généraux, mais on veut que nos objectifs soient SMART, donc qu'ils soient, qu'il y ait un indicateur temporel, des indicateurs de réussite à aller identifier. Puis ça, on a élaboré là, la majorité des objectifs, mais on veut venir le valider avec les experts là, dans chacun des domaines. Donc, c'est ce qui va suivre. Mais l'objectif aujourd'hui, c'est d'identifier ces experts-là.
L'idée derrière cette mise en commun réflexive vise à déterminer un mécanisme de suivi des aménagements qui ont cours dans les divers milieux environnementaux de la région. Donc, on en est venu à cibler 6 milieux naturels clés, donc de s'assurer que l'ensemble de nos milieux naturels est couvert par le plan de conservation. La région de la biosphère souhaite ainsi mettre en œuvre des mesures de protection pour l'estuaire et le littoral du fleuve Saint-Laurent, les milieux humides, les milieux forestiers, les milieux hydriques, les friches et les prairies agricoles, ainsi que les milieux subalpins. Ce qui nous reste à faire suite à l'atelier d'aujourd'hui, ça va être d'aller créer ces petits comités d'experts-là pour valider les objectifs, donc les rendre smart. Suite à ça, nous, il restera là, à finaliser le plan, puis le lancer publiquement, là, en faire l'annonce publiquement, faire l'engagement des parties prenantes aussi, s'assurer que chaque personne porteuse d'une action va la mettre en œuvre. Puis, suite à ça, on va lancer le suivi de la mise en œuvre. Là. Mais grosso modo, là, ça va être de l'annoncer publiquement. À savoir si les citoyens pourront suivre les débouchés de ce plan de conservation, Amélie Adam indique que la région de la biosphère penchera au cours des prochains mois sur la meilleure façon de tenir la population informée. C'est sûr qu'on a plusieurs outils qu'on veut rendre disponibles à la population, d'autres projets en cours actuellement. Donc, c'est beaucoup une cartographie interactive de toutes les données, toute la priorisation des milieux naturels, les services écosystémiques aussi qu'on va rendre disponibles. Mais au niveau du plan d'action, du plan de conservation, là, pour le moment, j'avoue qu'on n'y a pas encore réfléchi. Là. La région de la biosphère de Charlevoix a été fondée en 1988 et est reconnue par l'UNESCO pour sa mission de sensibilisation et d'accompagnement dans la mise en place de pratiques qui allient le développement durable et la conservation de la biodiversité sur notre territoire. On connaît maintenant le nom du nouveau candidat du Bloc québécois dans la nouvelle circonscription de Rimouski-la-Matapédia et Marc Després de TV Métis l'a rencontré. Eh bien, Maxime Blanchette-Jonca, c'était l'Assemblée de fondation. Bon, un moment historique, en quelque sorte. Exactement. Je suis très fier. J'étais très fébrile avant la présence de ce matin ici de nombreux militants et militantes, des gens de la Métis, des gens de la Matapédia, de Rimouski-Neigette et les Basques. Alors, un grand territoire, on peut se le dire. On a une très belle région au Bas-Saint-Laurent, mais force est de constater que le pari est réussi, mais aussi s'est lancé pour cette nouvelle circonscription. Alors, les gens du Bloc québécois, les militants et les militantes qui ont répondu à l'appel ce matin, un samedi un peu frisquet, mais c'est pas le froid qui arrête les militants et les militantes du Bloc québécois, des gens qui sont engagés, qui sont fiers de participer aux instances du parti politique et également, qui nous permettent de jaser de politique. On aime bien ça. Et à ce moment-là, donc, on peut le dire, c'est vraiment officiel. Donc, vous êtes maintenant le candidat pour la circonscription. Tout à fait. Donc, c'est officiel dans les statuts du Bloc québécois à partir du 1er janvier 2025 avec le redécoupage électoral qui n'était pas nécessairement souhaité, on doit se le dire, mais présentement, on doit composer avec la situation. Alors, on sait avec la démission récemment du premier ministre Justin Trudeau qui devrait prendre en vigueur au mois de mars. Je pense qu'on va avoir des élections plus tôt que tard, des élections fédérales. Alors, il faut se préparer. Et le message que nous, on lance ce matin à l'ensemble de la population en se réunissant, c'est que le Bloc québécois est présent. La force politique numéro 1 dans l'Est du Québec, c'est le Bloc québécois. Alors, on est prêt, on est rassemblés, on est content de se voir, mais aussi on est préparé pour la prochaine campagne électorale. Et la tristesse aussi dans tout ça, c'est la représentativité, parce qu'au cours des dernières années, donc, la représentation électorale est passée de 7 députés à 3. Oui, tout à fait. Donc, il y a 60 ans, c'est quand même pas très loin. On avait 7 députés pour l'Est du Québec. Donc, en partant de Montmagny jusqu'en Gaspésie, incluant les Îles-de-la-Madeleine, 7 élus donc portaient la voix, défendaient les intérêts de l'Est du Québec. Et là, présentement, nous sommes 4 députés. Et à partir de la prochaine élection, ce sera seulement 3 candidats ou candidates qui seront sur la ligne de départ. Alors, force est de constater, j'ai mené le combat. Et on a tenté au Bloc québécois avec ma collègue Christina Michaud de préserver les 4 députés intacts, la représentation dans l'Est du Québec. Il y a eu disons, une indifférence de la part d'Ottawa. Des gens qui ne comprennent pas nos réalités régionales, ils ne comprennent pas également l'immensité de notre territoire. Vous savez, des gens qui sont à Toronto, à Vancouver, à Edmonton ou Calgary, qui font le tour de la circonscription un lundi soir en prenant une marche après souper, bien, c'est pas la même réalité ici, là. On ne peut pas se déplacer de Routierville à Saint-Éloi à un claquement de doigts. Alors,
moi, je lance encore une fois le message à la population, c'est que tant qu'on est dans l'État canadien, cet État-là ne nous permet pas de nous faire entendre à juste titre, c'est-à-dire avec la représentation que nous, on devrait avoir. Alors, on doit quand même se rassembler devant cet état de fait-là, c'est-à-dire on doit s'assurer quand même d'offrir une offre politique qui est souhaitable, qui est respectable pour l'ensemble de la population. Et je pense que c'est le Bloc québécois qui veut lancer ce message-là avec la formation de ce matin, de la nouvelle exécutif là, du Bloc québécois, du nouveau territoire de Rimouski-la-Matapédia. Alors, c'est triste, c'est une triste nouvelle. Maintenant, on doit composer avec et on doit se serrer les coudes, on doit passer à travers tout ça, puis s'assurer que la voix et les intérêts de la région soient bien représentés à Ottawa. Et à ce moment-là, bon, à la veille de futures élections, donc dans quelques semaines possiblement, est-ce que vous avez déjà identifié vos chevaux de bataille? Bien, je vous dirais, les chevaux de bataille restent quand même ceux de l'actualité qu'on connaît dernièrement. Bien sûr, le coût de la vie, c'est quand même quelque chose qui revient fréquemment. Il y a une chose très importante là, qui nous a frappé en plein visage cette semaine, c'est la contestation de la Cour suprême contre la loi sur la laïcité de l'État, la loi 21, une loi qui est chère là, aux Québécois et Québécoises, qui respecte notre héritage, nos valeurs communes. Et là, on a des partis fédéraux, le Parti libéral, le Parti conservateur du Canada, qui veulent s'opposer à notre propre loi adoptée démocratiquement dans notre Assemblée nationale. Concrètement, ils veulent prendre notre argent pour défaire une loi qui a été votée et adoptée par nos représentants à Québec. Alors, c'est assez incroyable. Je pense que sur la question de l'identité, de la culture, la défense également des enjeux de l'immigration, avoir une immigration qui est responsable ici en région. Et on a remarqué au cours des dernières années, ça a été complètement une déroute totale avec le Parti libéral du Canada qui a ouvert les valves, mais sans planifier les besoins, notamment en services publics, que ce soit les soins de santé, garderie, éducation, et voire même l'ensemble des infrastructures. Alors, je pense que c'est des enjeux qui vont revenir. Évidemment, on comprend également avec la menace de tarifs douaniers là, avec la nouvelle administration américaine, donc sous la présidence de Donald Trump, ça peut jouer bien des choses. Alors, je pense que ça, il y a encore beaucoup de choses à confirmer, mais force est de constater qu'on devra également être aux aguets, s'assurer que l'ensemble des acteurs socio-économiques soient prêts à bien réagir, mais d'avoir un soutien pour les entreprises ici de chez nous, là, notamment dans la foresterie, dans l'agriculture, qui pourraient être lourdement impactées avec l'imposition de tarifs douaniers de la part des Américains. Donc, vous sentez que ça inquiète les gens présents? Oui, il y a une forme d'incertitude dans l'air actuellement. Vous savez, on a un voisin américain qui, à chaque jour, lorsqu'il se lève, la chanson change. Alors, comment on fait pour composer avec ça? Moi, je crois que la solution est la suivante. Premièrement, il ne faut pas céder à la panique. Il faut s'assurer aussi de ne pas céder au chantage. Il faut être fin prêt, avoir un plan, faire de la diplomatie et, je dirais, une solution souhaitée, évidemment, qui n'est pas une mince tâche, c'est de faire entendre la voix de la raison auprès de nos interlocuteurs américains. C'est-à-dire que le Québec et le Canada sont des partenaires économiques importants, mais des partenaires économiques fiables et de confiance. On l'a prouvé au cours des dernières années. Alors, de faire du commerce avec les Américains, c'est pas vrai que du jour au lendemain, ça devient inquiétant pour les Américains. Alors, le Bloc québécois est déjà en préparation pour faire la représentation avec des représentants américains, voire des représentants mexicains, pour s'assurer que les marchés qu'on a en commerce sont profitables des deux côtés et de s'assurer de renforcer ces liens-là qui sont forts depuis déjà de nombreuses années. Et donc, par rapport au travail effectué par Christina Michaud, donc pour vous, c'est de la remercier du travail accompli et vous êtes fin prêt là, à défendre la séquence. Oui, je salue le travail de ma collègue Christina Michaud, une collègue, vous savez, j'ai été élu au même temps qu'elle en 2019, de mon côté, avec la MRC de Rimouski-Neigette, Témiscouata-les-Basques et de son côté plus vers l'est avec la MRC de la Métis, la Matapédia d'Avignon et de la Matanie. Alors, oui, je salue son travail. Vous savez, c'est une décision hors de notre contrôle qui n'était pas souhaitée. Encore une fois, nous sommes battus jusqu'à la toute fin pour tenter de faire renverser cette décision-là. Et oui, je salue son travail. Vous savez, on est en étroit contact, on collabore de différentes façons. Mais il y a une chose également, c'est que pour moi, la Métis et la Matapédia, et particulièrement la Métis, c'est pas quelque chose d'inconnu. J'ai été à l'école de Mistral ici, là. J'ai été un étudiant, j'ai fait mes quelques coups d'épaule. Mais quelques coups d'épaule ou encore, j'ai fait quelques aventures à l'école de Mistral en jouant avec le programme de football de Mistral, sport-études. Donc,
ça m'a permis de découvrir la belle région de la Métis, mais également aussi du côté de la Matapédia, j'ai de la famille, donc des gens de Lac-au-Saumon, de Saint-Moïse qui sont dans ma famille immédiate. Et bien sûr, en étant député depuis les 5 dernières années, j'ai eu l'occasion déjà d'échanger, de rencontrer des gens de la population, mais aussi de façon plus constante des acteurs socio-économiques. Est-ce qu'on pourrait rêver à pouvoir réussir à faire changer le nom pour faire inclure la Métis dans le nom de la circonscription? C'est une grande question, mais une question importante. Vous savez, moi, je crois que la représentation territoriale doit être de l'avant. C'est-à-dire, lors de la circonscription actuelle que je représente, les 3 MRC sont représentés. Alors, je ne vois pas pourquoi, dans un changement de nom de circonscription, on pourrait occulter, voire même effacer le nom des MRC dans l'ensemble du territoire. Alors, c'est une bataille qui reste à livrer, mais moi, je suis ouvert et je vous dirais, je suis même le premier à dire l'importance que les gens se sentent concernés puis représentés dans le nom d'une circonscription. Alors, reste à voir comment ça pourrait se dessiner parce que vous savez que le Parlement est fermé jusqu'à la fin mars, mais il n'y a rien n'est possible. Quand on a le goût de changer quelque chose, tout est possible, il faut y croire. Mais moi, j'y crois fermement et totalement que les gens de la Métis, notamment, puis voire même les gens des Basses, devraient avoir leur nom inclus dans ce nouveau nom de territoire qui est actuellement là, Rimouski-la-Matapédia. Merci beaucoup. Merci à vous. Valérie Pinault de Télévague nous présente maintenant l'entreprise FIPEC de Grande-Rivière qui exporte partout en Amérique du Nord ses filets de pêche, mais également ses casiers pour la pêche au homard, au crabe et au bourgeot. Fondée en 1967 par 3 frères Desbois, les industries FIPEC ont d'abord offert la vente d'articles pour la pêche commerciale ainsi que le montage et l'assemblage d'engins de pêche. L'entreprise a diversifié sa production en créant notamment, à compter de 1985, des filets protecteurs pour le sport. En 2013, les industries FIPEC ont fait l'acquisition de l'entreprise La Fine Mouche, une compagnie reconnue dans la vente d'articles de pêche commerciale, notamment dans la fabrication de différents casiers utilisés pour la pêche au crabe, au homard et au bourgeot. C'est à partir de ce moment que les industries FIPEC sont devenues l'un des principaux distributeurs de l'Est du Canada et ainsi que leurs filières de filets faits sur mesure sont distribuées partout en Amérique du Nord. Comment ça se fabrique un casier de homard? Le casier de homard, d'abord, la broche arrive en rouleau. Okay. Elle est découpée en pièces. Puis après ça, bien, les pièces sont pliées puis assemblées. Puis les entrées sont faites manuellement aussi par d'autres personnes. Les entrées et les prisons qu'on appelle là. Okay. Ça prend combien de temps à faire un casier? Bah, ça dépend vraiment du type parce qu'on personnalise vraiment beaucoup les casiers. Okay. C'est tout dépendant de la demande du client. On en fait peut-être, je sais pas, 50 à 400 par jour. La broche, elle arrive-tu comme enrobée d'un produit? Ou... Oui, c'est de la broche galvanisée, enrobée de la vinyle. Ouais. C'est quoi la différence de fabrication avec un casier pour le crabe des neiges? Bah, c'est vraiment pas la même chose du tout. Ces structures ne sont pas faites du tout. Les structures, vraiment, le crabe des neiges, c'est vraiment des structures d'acier où le fer va aller jusqu'à 1,25 pouce de diamètre. C'est beaucoup plus lourd, beaucoup plus résistant aussi. Là. Est-ce que c'est vous qui avez élaboré la forme circulaire au casier? Pas avec FIPEC, mais dans le temps, oui, on était des premiers des précurseurs à utiliser le casier qu'on appelle style japonais. Là. Okay. Mais pourquoi la forme circulaire? Ben, c'est pour s'empiler. Ah, ça s'empile mieux. C'est sur le bateau, là, la manipulation sur le bateau. Ça fait que quand tu déménages tes casiers, c'est beaucoup plus facile qu'avec un casier carré. Là. OK. Puis est-ce qu'il y a juste comme une grandeur standard d'un casier d'homard? Non. Il y a trois tailles particulières pour le crabe des neiges. Mais là encore, on y va vraiment sur mesure, sur la hauteur, les angles, tout de bas. Chaque pêcheur a ses préférences. C'est combien de temps à fabriquer un casier pour le crabe? On fait à peu près une 40 par jour. Là. Toutes vos sortes de casiers pour la pêche commerciale, est-ce que c'est seulement envoyé au Québec ou? Non, tous les maritimes aussi. Toutes les maritimes? Maritimes, oui. Okay. Mais vous faites aussi des filets pour la pêche scientifique? C'est quoi les différents types de filets qui existent? Ben, c'est tous des filets pour l'échantillonnage. Pour faire l'échantillonnage surtout. Puis il y a différents types d'engins de pêche. Pas seulement des filets, mais il y a aussi des sortes de trappes. Là, qui, selon certaines espèces, si ça va d'un lac, d'une rivière,
Il y a différentes techniques, là. OK. Pour attraper les poissons, pour les garder vivants aussi, il ne faut pas seulement les attraper, là. C'est surtout d'en garder la plupart vivants. Quoi le matériel que vous utilisez pour faire ces filets-là? Ben, ça va du monofilament au multifilament. C'est quoi la différence mono ou filament? Monofilament, c'est plus quelque chose comme le fil de pêche de nerf que vous utilisez pour pêcher le hareng ou aller pêcher le maquereau. OK. Ben, le fil, la plupart du temps, c'était monofilament. Le multifilament, ça ressemble plus à un nylon. C'est plus un nylon, là. Ouais. Puis on a un troisième type aussi, qui est le polypropylène. Là. OK. Vous faites aussi, vous avez un département filet fait sur mesure. Ça s'adresse à quel genre d'activité, ces filets-là? Ben, tous les sports. Okay. Tous les sports. Ben, toutes les municipalités, on travaille au niveau des arénas. Okay. Les filets de golf, les filets de soccer, baseball, tennis, softball, pickleball, tous les sports. On va aussi au des filets pour les chevaux. Le filet pour les chevaux pour mettre les balles de foin dedans. Après le projet, on est un peu partout là, avec Hydro-Québec, Bombardier, les Rivières-de-Breton, les filets de protection, de sécurité. Ben, les filets pour les remorques. C'est pas des gros volumes, mais on a une douzaine de personnes qui travaillent à l'année. Okay. Vos filets puis les casiers, c'est fait où? Ici. Ici, à Hope-Town. À Hope-Town et Garde-Rivière pour les filets. OK, aux 2 points. Oui. Okay. Mais Hope-Town, on fait casier au mort, casier à crabe, puis le filet aussi. OK. Puis est-ce que c'est tout fait à la main, les filets? Oui, c'est beaucoup de travail manuel. OK. Puis en tout et partout, aux 2 points de vente, là, vos 2 bureaux, il y a combien d'employés? En pointe, 40-45. Vos produits sont vendus où? Ben, au magasin d'Hope-Town, puis un autre à Garde-Rivière. Okay. Avez-vous un site aussi? Oui, on a un site web aussi. Ben, c'est sûr, on a les vêtements de travail. Là. Okay. Les vêtements de travail, bottes, vestes, pantalons. On a aussi tout ce qui est accessoires de bateau pour la réparation de bateaux, pour changer les pièces de rechange pour les bateaux. On est pas mal fort au niveau de la pêche sportive aussi. Là. Puis un peu de la chasse. Là. On a toujours des nouveaux produits en développement. Grâce à leur expertise et à leur savoir-faire, les industries FIPEC ont su s'imposer comme une référence incontestée dans le domaine des articles de la pêche et de la navigation, ainsi que pour le travail et les loisirs. Les industries FIPEC continuent d'innover en développant de nouveaux produits pour répondre aux besoins évolutifs des pêcheurs professionnels et amateurs. Daniel Yvon de CTRB était au lancement d'une série de capsules vidéo portant sur la bientraitance dans les centres d'hébergement. On écoute son reportage. Le 22 janvier dernier, au centre d'hébergement Saint-Eusèbe de Joliette, a eu lieu un tapis rouge très spécial. Ce tapis rouge était composé de résidents, de préposés aux bénéficiaires, d'intervenants et de gestionnaires de 3 centres d'hébergement, soit Saint-Eusèbe, Saint-Jacques et Sylvie-l'Espérance. Le but de toute cette présentation était de présenter une série de 5 capsules vidéo dans lesquelles des résidents, des familles et des employés se livrent au sujet de la bientraitance. À travers ces capsules vidéo, on découvre des milieux de vie empreints de bienveillance où le point de vue de la personne hébergée est considéré avant toute action. Ces capsules éducatives, authentiques et touchantes offrent un aperçu du climat unique dans lequel vivent les résidents dans les centres d'hébergement de la région et démontrent tout l'impact positif que la bientraitance a sur le quotidien des personnes hébergées. C'est avec le désir de documenter et de mettre en lumière les bonnes pratiques et les stratégies de bientraitance préconisées dans le cadre de référence que les capsules ont été créées avec la précieuse participation de plusieurs employés du CI3S de Lanaudière pour développer, valider et reviser leur contenu. Dans un premier temps, écoutons l'allocution du président-directeur général du CI3S de Lanaudière, M. Philippe Etier, nous parler du projet. Je suis très content d'être là parce que la cause de la bientraitance, vous savez, dans un établissement de santé ou dans le réseau, parce que la portée de ces capsules-là va dépasser les murs du CIS de Lanaudière. On a 2 choix. On fait des politiques, des procédures, tout plein de cadres pour mentionner tout ce qu'on veut éviter. Ce qui est très bien à travers ces capsules-là, ce qui est très positif, c'est qu'on veut plus faire la promotion des gestes qu'on veut susciter, puis de la façon qu'on veut traiter les gens. Vous savez, ça va avoir une portée pour le Québec en entier. Je ne suis pas surpris que ça parte de Lanaudière. Parce que dans Lanaudière, puis on se croise souvent dans des activités.
Vous avez des gestionnaires, des employés, vous avez des gens, des comités où il y a beaucoup de cœur, où il y a beaucoup de bienveillance. Jean-François a nommé le mot, de la bienveillance, de la bientraitance. Donc, c'est vraiment une très bonne nouvelle que ça parte d'ici. Un gros bravo. Merci d'être là. N'hésitez pas. Puis moi, je vous garantis qu'on va faire la promotion très active de ces capsules-là parce que c'est un ancrage très puissant qu'on a ici, que vous avez à travers les milieux. Faire partie des communautés, faire partie des gens, soigner les gens avec respect, les héberger avec respect, avec bienveillance. Donc, c'est une grande fierté aujourd'hui que le lancement ait lieu ici. Merci encore, bravo, je ne m'éterniserai pas plus que ça parce qu'on va les regarder très rapidement. Vous allez voir, c'est de très grande qualité et puis c'est une belle vitrine pour les gens d'ici. Merci. Nous vous présentons une première vidéo, l'accueil du résident. La bientraitance est une approche valorisant le respect de toute personne, de ses besoins, de ses demandes et des choix, y compris de ses refus. Elle se construit par des interactions et une recherche continue d'adaptation à l'autre et à son environnement. C'est un moment qui n'est pas facile, l'arrivée, l'accueil. Quand on arrive au CHSLD, on est un peu face à quelque chose qu'on se dit, mon Dieu, tout va trop vite. C'est la journée primordiale de l'hébergement. Notre rôle à nous dans la bientraitance, dans la bienveillance, dans le respect, c'est surtout de s'assurer que cette journée-là, c'est apaisant, c'est rassurant, et puis qu'on part déjà très bien l'hébergement d'un papa ou d'une maman. Quand je suis arrivée au CHSLD, en fait, je suis arrivée une journée avant, moi seule. Elle m'a rassurée énormément. J'étais en pleurs, tout ça, c'était terrible. Là. Le sentiment qu'on a, on pense qu'on abandonne notre père, mais en fait, c'est pas ça. Ce qui est essentiel quand j'accueille des nouvelles familles, dans le fond, c'est qu'eux se sentent bien, qu'ils se sentent bien accueillis, que c'est pas une tâche de les accueillir, ça nous fait plaisir de les avoir avec nous, puis on est là pour les rassurer, puis de voir qu'on va bien prendre soin de leur famille, parce que souvent, c'est des familles, quand ils arrivent ici, sont démunis un peu. Là. Le matin, quand on rentre au travail, on a tout le temps un rapport avec nos collègues de travail. C'est là qu'on peut rentrer plus avec les détails pour savoir qui il est, qu'est-ce qu'il faisait, puis qu'est-ce que mon résident est quand il arrive. Dans le fond, c'est comme le prolongement de mes yeux puis de mon cœur, ces gens-là. Nous vous invitons à découvrir les 5 vidéos sur le site YouTube du CI3S de Lanaudière. Bonne écoute! Sylvana Suarez de la Télévision de l'Érable s'entretient avec le directeur général de la MRC de l'Érable, Raphaël Tessier, au sujet des réalisations de 2024, mais également des grands enjeux de 2025, parmi lesquels la fusion des services d'incendie. La croissance de la population de la région de la MRC de l'Érable et l'inauguration de son nouveau centre administratif étaient les projets à souligner en 2024 pour le directeur général de la MRC de l'Érable, M. Raphaël Tessier. La poursuite de la mise en commun des services incendie de la ville de Prisville et de la MRC de l'Érable, ainsi comme la révision du plan de développement de la zone agricole, seront aussi sur la liste des projets à réaliser. On va parler rapidement de l'année 2024. Comment s'est terminé? Quelles ont été les réalisations que vous remarquez de l'année passée? Je vous dirais que, Sylvana, que c'était une année beaucoup de planification puis de préparation pour l'année 2025. Donc, j'aurai l'occasion, là, probablement aujourd'hui, de te parler un peu des projets 2025 de la MRC. Donc, plutôt que de dévoiler, en fait, tous les projets 2025 dont je vais te parler aujourd'hui, en fait, c'est ça, 2024, c'était davantage une année de planification là, de projets. Ce qui marque, somme toute, beaucoup l'année 2024, c'est quand même la construction du centre administratif de la MRC. Je pense que ça vaut quand même la peine de le mentionner. C'est un projet qui, en fait, s'est travaillé sur 10 ans au total. Entre les premières discussions qu'il y avait eu à l'époque, on parle de plusieurs conseils de ça. Donc, il y avait des discussions à l'époque pour un projet de relocalisation du centre administratif. Puis c'est un projet, là, avant d'en arriver à la première pelletée de terre qui a pris environ 10 ans là, de réflexion, de discussion au sein du Conseil des maires. Donc, on est quand même bien content en 2024 d'avoir inauguré le nouveau centre administratif de la MRC de l'Érable.
Oui, bien sûr. Et bon, si on parle des projets 2025, Raphaël, quels seront les projets plus importants que vous aimeriez réaliser ici dans la région? On en a quand même plusieurs. Je me suis apporté une petite liste là, parce qu'on ne veut pas en oublier. C'est sûr qu'on va y aller avec quelques projets parce qu'il y en a plusieurs qui vont être passés sous silence parce qu'on n'aura peut-être pas le temps aujourd'hui de toutes les aborder. Mais le premier qui me vient en tête, en fait, il y a la révision de notre schéma d'aménagement et de développement. Peut-être rapidement, là, pour expliquer, les MRC, en fait, ont été créés dans les années 1980. Puis leur première mission, c'est de s'occuper de l'aménagement du territoire. Donc, en fait, c'est d'effectuer une planification régionale qui prévoit des orientations de développement pour l'ensemble des municipalités. Donc, le schéma d'aménagement, c'est la pièce maîtresse qui prévoit le développement du territoire, notamment, par exemple, le développement résidentiel dans les municipalités. Et en 2025, on va devoir réviser notre schéma actuel. Notre schéma qui a 10 ans, environ une dizaine d'années présentement. Et l'ensemble des MRC au Québec ont l'obligation, dans les 3 prochaines années, de réaliser la révision de leur nouveau schéma d'aménagement. Quels sont les projets en général qu'il y a importants dans les 2025? En fait, présentement, si on parle toujours du schéma d'aménagement, il va être à élaborer, donc il n'y a pas encore de projet comme tel. En fait, là, le schéma va viser à ce que justement les projets qui voient le jour dans les municipalités locales comme telles, par exemple les projets résidentiels, respectent les orientations gouvernementales dans leur développement. Donc, par exemple, ce qu'on sait en date d'aujourd'hui, c'est que le gouvernement s'attend à ce que dans le prochain schéma d'aménagement des MRC, donc ce n'est pas juste l'MRC de l'érable, mais l'ensemble des MRC, qu'il y ait davantage de mesures de densification. On le sait, là, le territoire agricole c'est de plus en plus compliqué développé, en fait, en milieu agricole. Donc, le gouvernement aussi veut faire attention non seulement au milieu agricole, mais aussi aux milieux environnementaux, donc protéger l'environnement aussi. Donc, dans ce contexte-là, les municipalités, via le schéma d'aménagement, vont devoir prévoir du développement un peu plus dense, disons, que ce qu'on a été habitué dans les dernières décennies, là. Puis ça, c'est l'ensemble des MRC au Québec, là. Et je vois ici aussi l'élaboration d'un plan de lutte au changement climatique, parce qu'on sait que c'est un gros sujet qui touche toutes les régions au Québec, au Canada, tout le monde. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé justement pour faire face à ce type de changement climatique? Bien, encore une fois, c'est un plan qui est élaboré. Donc, on a également, c'est drôle, on dirait que le gouvernement demande tous des mandats de 3 ans, mais ça donne comme ça aussi pour le plan climat. Il demande à l'ensemble des MRC au Québec de prévoir un plan d'adaptation au changement climatique. En fait, vous allez peut-être entendre parler de plan climat ou plan d'adaptation, c'est la même chose ou à peu près. En fait, dans la MRC de l'érable, il y a déjà un plan d'adaptation au changement climatique qui a été réalisé il y a environ 2 ans. Puis il y en a également un, si je ne me trompe pas, là, au niveau de la ville de Plessisville. Donc, il y a déjà des plans qui ont commencé à être réfléchis dans la MRC de l'érable. Par contre, le gouvernement a décidé que c'était un enjeu assez important et national pour demander à toutes les MRC au Québec d'en faire un obligatoirement. Donc, à l'époque, c'était plus une initiative avant-gardiste de le faire. Mais en date d'aujourd'hui, le gouvernement demande aux MRC, d'ici les 3 prochaines années, d'élaborer tous un plan climat. Donc, en fait, c'est sûr que face au changement climatique, on le sait, il y a de plus en plus de phénomènes, notamment météorologiques, mais indirectement des phénomènes très concrets qui affectent déjà et qui vont continuer d'affecter les municipalités. Je peux vous donner quelques exemples, là, notamment avec les épisodes, des fois, de plus de sécheresse en été, de haute chaleur, plus les problèmes de certaines sources d'eau et des nappes phréatiques. Il y a certaines municipalités, incluant même dans l'érable, qui, dans une certaine période de pointe estivale, ont des problématiques de sources d'eau pour leurs citoyens. Donc, il manque carrément d'eau potable pour leurs citoyens dans certains cas, parce que l'eau à la disposition, l'eau naturelle à la disposition des municipalités n'est plus toujours suffisante. Donc, c'est des exemples concrets pour lesquels non seulement il va falloir s'adapter, mais le gouvernement le gouvernement va prévoir des fonds pour que les MRC mettent en place des actions concrètes pour s'adapter à ces changements-là, puis aux enjeux qui sont créés par les changements climatiques. Et je voulais vous demander, quels en étaient les moments les plus importants de votre rôle, les événements que vous pensez qui en étaient les plus importants de la région de la MRC de l'érable? Je pense que ça ne fait pas assez d'années pour que je sois à l'aise de te dire qu'il y a un événement qui m'a marqué.
Il y en a plusieurs, mais je dirais il n'y en a pas un en particulier là, très précis. Par contre, si tu me permets, Sylvana, là, ce midi, je suis tombé sur le journal L'Avenir de l'érable, dans lequel on apprend que la MRC de l'érable atteint bientôt 25 000 résidents. Pour moi, c'est vraiment la nouvelle plus que de l'année, dans le sens que, peut-être pour expliquer un petit contexte, la MRC, il y a environ 10 ans de ça, avait travaillé sur un sommet sur la croissance démographique. La MRC de l'érable a subi, en fait, pendant plus d'une décennie, je n'ai pas le nombre d'années exact, mais pendant plus d'une décennie, la MRC de l'érable était sur je dirais, une diminution là, de la population. Puis c'était vraiment une tendance qui était lourde et continuelle. Donc, d'année en année, la population diminuait. Et on va espérer que ce ne soit pas une tendance temporaire, mais on constate depuis environ 3 ans, 3-4 ans, que la tendance semble s'inverser. Donc, on reste prudent. Comme on dit, on ne s'assied pas là, sur nos lauriers, mais c'est très encourageant de voir que de plus en plus de gens choisissent l'érable comme milieu de vie. Puis je crois que les chiffres de population le témoignent très bien, là. Donc, si on se dirige tranquillement vers la barre symbolique des 25 000 résidents, je crois que c'est le résultat de plusieurs actions municipales et régionales qui ont été faites au cours des dernières années. Puis c'est ce type de résultat-là, je crois qu'il faut viser là, comme résultat concret, c'est de viser d'avoir une population en croissance. Évidemment, l'avantage d'une population en croissance, c'est aussi le maintien de nos services dans nos milieux de vie. Il y a des services municipaux, des services de proximité, pardon. Dans certaines municipalités, des fois, c'est fragile. Bien, la venue de nouveaux résidents, des fois, fait la différence entre un service ou un dépanneur qui ferme versus un qui demeure ouvert. Donc ça, je pense que c'est la deuxième, c'est le côté collatéral positif, disons, de la venue de nouveaux résidents sur le territoire. La Ville de Montmagny a tenu à honorer 3 employés municipaux qui ont sauvé une vie durant la baignade à la piscine municipale. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'heure de Nicolas Gaudreau n'était pas venue le 23 octobre dernier. Tous les axes étaient effectivement alignés pour lui permettre de survivre au malaise cardiaque qu'il a subi lors d'un bain libre à la piscine Guylaine Cloutier de Montmagny. La formatrice Louise Pelletier-Proux, qui était sur place par un heureux hasard, a réagi rapidement et les jeunes sauveteuses Victoria Deschaines et Marie-Pierre Landry l'ont appuyée efficacement. Combiné à l'aide de nageurs présents, dont une infirmière et d'anciens sauveteurs, et un défibrillateur externe automatisé fonctionnel, l'intervention des employés municipaux a sauvé la vie du quadragénaire. Pour souligner le sang-froid dont elles ont fait preuve et leur héroïsme, la Ville de Montmagny a tenu une activité de reconnaissance ce lundi en présence de leurs proches et de la victime, qui tenait également à être sur place pour remercier ses anges gardiennes. Le maire de Montmagny, M. Marc Lorrain, soulignait que de mémoire, c'est la première fois qu'un tel incident survient à la piscine municipale depuis son ouverture en 1969. Il nous parle ici de l'importance des programmes de formation en sauvetage. Malgré le stress à une situation d'urgence, quelle qu'elle soit, dont celle qu'on a vécue le 23 octobre dernier, ça demande quand même beaucoup de sang-froid. Puis, ça demandait aussi qu'on mette en application des formations qui ont été reçues avec efficacité et sang-froid. C'est pas rien, parce que souvent, on prend des formations, c'est bien beau la théorie, mais dans la pratique, c'est tout autre chose. Je pense que certains pourront en témoigner. Après avoir subi 2 opérations au cœur et été hospitalisé pendant près de 30 jours, le survivant, Nicolas Gaudreau, n'avait également que des bons mots pour ses sauveteuses. Chères sauveteuses, je tiens tout d'abord à vous exprimer toute ma reconnaissance pour l'incroyable travail que vous avez accompli ce jour-là. Grâce à vous, je suis ici aujourd'hui en vie et capable de partager ce moment avec vous. Le 23 octobre dernier, lorsque j'ai eu mon arrêt cardiaque à la piscine, je n'avais aucune idée que je m'apprêtais à traverser une épreuve aussi grave. Mais vous étiez là, prête à intervenir, réagir immédiatement et sans hésitation.
Rappelons en terminant que depuis quelques mois, grâce à une aide financière du ministère de l'Éducation, la Ville offre gratuitement les formations menant au brevet de moniteur aquatique et de sauveteur national. En mars prochain, 2 formations sont d'ailleurs proposées sans frais dans l'infoloisir hivernal, soit premiers soins généraux et sauveteur national, et il est toujours temps de s'y inscrire. Pour avoir plus de détails, vous n'avez qu'à consulter le site de la Ville de Montmagny, /infoloisir. Mario Lacombe à la Ville de Montmagny pour CEMA TV Information. Chantal Bédard de C'est sûr.tv était à la soirée hommage à Daniel Bissonnette qui quitte ses fonctions de directeur général du Musée régional de Vaudreuil-Soulanges après 38 ans de loyaux services. On écoute son reportage. Le Musée régional de Vaudreuil-Soulanges tourne une importante page de son histoire. En effet, l'institution muséale dira au revoir à la fin décembre à son directeur général Daniel Bissonnette, qui prendra sa retraite au terme de 38 ans de service. C'est sur la télé l'a rencontré lors d'une soirée hommage afin de souligner son départ. Aujourd'hui, Daniel, nous te rendons hommage pour tout ce que tu as accompli. Daniel Bissonnette est indissociable du Musée régional de Vaudreuil-Soulanges. Sous sa direction, le musée a su évoluer, se moderniser, tout en restant fidèle à sa mission. À travers ces 4 décennies, M. Bissonnette a souvent mentionné son admiration devant la force des liens humains. Des collaborateurs, des bénévoles, des membres du conseil qui ont permis au musée de se hisser parmi les institutions culturelles les plus respectées, et ce, à la grandeur du Québec. On prend notre retraite. Est-ce qu'on pourrait dire mission accomplie? Je pars heureux de ce qui a été accompli, puis c'est ça qui me rend serein aussi, entre autres, c'est la solidité de l'équipe en place, l'appui de la région aussi à cette institution-là. Quelqu'un, là, je dois vous confier, m'aurait affirmé en fin d'année 83, lors de mon engagement au Musée régional de Vaudreuil-Soulanges à titre de préposé à l'accueil et technicien aux expositions, que j'y serais encore au bout de 4 décennies. Ben, je l'aurais probablement perçu, pour être poli, comme étant un illuminé. On a été témoin de l'évolution, de l'orientation que tu voulais lui donner. Le musée s'est imposé au fil des ans comme un meneur de la vie culturelle dans notre région. Tu as su nous transmettre ton humanité, ainsi que le plaisir et l'importance de travailler en équipe, afin d'offrir aux visiteurs une expérience unique et chaleureuse. Grâce à ta vision et ta détermination, le musée est en constante évolution, toujours de son temps et tourné vers l'avenir. Est-ce qu'on a un message ou un conseil pour la relève, pour la suite, pour ceux qui vont prendre en main l'œuvre réalisée? C'est payant d'être patient, mais un des défis, c'est ça, ça va être de demeurer un secteur attractif pour les plus jeunes générations. Ce travail m'a aussi permis de rencontrer et d'échanger avec des gens d'horizons divers sur leur passion, leur métier, leur famille, milieu de vie, implications, préoccupations et rêves respectifs. Ça, plusieurs l'ont noté. Moi, j'ai adoré ce travail-là pour ça. Rencontrer les gens puis apprendre des gens. Ben, j'ai envie de dire, vive Daniel! Vive Daniel! Jean-Denis Laperrière de la télévision du Rocher-Percé était à la 16e prédiction annuelle de Fred Lamarmotte concernant l'arrivée du printemps. Il nous explique que cet événement donne beaucoup de visibilité à la région, même si l'hiver s'annonce plutôt long. La 16e prédiction de Fred vient de se terminer. Quelle est sa conclusion? Déjà 16 ans, j'aimerais dire déjà 16 ans. On a établi une tradition qui est vraiment importante. Puis la prédiction, ben comme qu'il y a un gars qui m'a dit, si elle ne voit pas le soleil, c'est parce qu'elle est aveugle. C'est qu'il faisait vraiment soleil un matin, mais c'est vraiment technique, hein, parce qu'à un moment donné, le soleil ne sortait pas des nuages. À un moment donné, il a sorti du nuage. Puis là, il a brillé. Puis Fred a prédit un printemps tardif. Ça veut dire que serrez pas vos skidoo
préparez vos raquettes puis vos skis de fond. On va avoir quelques tempêtes de neige qui vont bien nous donner de la neige. C'est froid un matin, mais le monde était présent quand même. Oui, on a eu une belle participation. J'aime ça voir du monde qui revient chaque année, tout le temps. Tu sais, il y en a que ils ont tous les macarons, ils viennent à chaque année, et ils sont contents. C'est vraiment ancré dans leur famille, là. La tradition, c'est vraiment super. Puis en même temps, bien, écoute, ça fait connaître, je le dis, je le redis et je le redis encore, c'est qu'aujourd'hui, ils vont juste parler de la Gaspésie. Dans toutes les stations de radio, dans toutes les stations de télévision, autant au Québec que dans d'autres provinces, puis peut-être sur nos voisins, ils vont parler de la Gaspésie. Puis ça, c'est très important. Tout cet ouvrage-là qu'on fait, la TV communautaire, la qualité des images nous sert pour avoir une belle représentation de la Gaspésie. Puis ça, c'est très important. Le monde qui est là, le groupe de la salle communautaire, les bénévoles de la salle communautaire qui ont fait de super belles crêpes, tout est là, tout est réussi. Fait que, on se félicite. Tu disais, on a les habitués, ça revient tout le temps, les macarons, tout ça. Comme j'ai entendu, il y en a, c'est leur première fois, puis c'est pas leur dernière. Oui. J'ai beaucoup de commentaires comme quoi que c'est une belle activité. On revient à chaque année. Puis il y en a de bonnes aventures qui ont descendu, qui ont dit écoute, on va revenir. On ne pensait pas que c'était aussi bien organisé, aussi gros. C'est le fun d'entendre du monde qui viennent nous voir et qui dit hey, là, je sais pas, là, ce que vous faites, c'est bien organisé. Merci beaucoup, puis on se revoit l'an prochain. Ben, c'est moi qui te remercie, puis c'est sûr que je vais t'avoir l'année prochaine. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. C'est tout pour le Bulletin des régions cette semaine. Je remercie toutes les stations de télévision participantes et je vous dis à bientôt. Selon vous, à quoi on s'attend? Quelles vont être les conséquences? Mais est-ce que c'est strictement négatif? Est-ce qu'il va y avoir des choses positives aussi? Comment vous voyez soyons... Je ne sais plus qui parlait d'optimisme raisonnable, volontaire quand même. À quoi doit-on s'attendre? Dans le domaine de l'éducation à l'environnement, de plus en plus, on entend parler d'une éducation même à la fin de l'humanité. Donc, c'est quelque chose qui existe présentement, c'est quelque chose qui fait partie, finalement, des réflexions de certains chercheurs. C'est pas généralisable, c'est pas tous les chercheurs là, qui vont aller vers ça. Moi, personnellement, j'ai beaucoup de difficultés avec ça. Peut-être parce que je croise beaucoup de jeunes enfants dans les classes au primaire, au secondaire. J'ai beaucoup de difficultés à me faire à l'idée que je vais devoir passer à une éducation pour la fin de l'humanité. Ça me trouble vraiment. Ceci étant dit, on réfléchit quand même à l'école à la façon d'aborder ces problématiques-là qui sont quand même tout à fait graves. On parlait d'effondrement, puis on a des rencontres de chercheurs, justement, où on discute autour de littérature jeunesse. Là, j'ai apporté quelques titres, si toutefois ça vous intéresse de voir tout à l'heure, mais un, entre autres, plus récent, là, Le plus petit sauveur du monde, qui nous a particulièrement troublés parce qu'il pourrait être utilisé dans les classes, puis il traduit quand même une idée qui est très, très sombre. Donc, on se dit qu'elle est là, elle est présente, mais on n'a pas le choix de guider nos enseignants et nos enseignantes qui vont l'utiliser pour faire en sorte que nos jeunes, ultimement, bien, on arrive à développer leur pouvoir d'action quand même lors de la lecture de ces types de livres-là. On voit aussi de plus en plus apparaître des dystopies. Hein, donc, des histoires un peu apocalyptiques. Puis, au départ, on était très réticents. On se disait, ben non, on ne peut pas aller vers là parce qu'on sait que les dimensions, puis ce qui encourage le développement d'un sentiment de pouvoir agir, ça va être davantage l'espoir, la solidarité, donc des émotions qui sont généralement plus positives. Mais dans un autre sens, on voit que les jeunes, c'est quelque chose qui les intéresse. Donc, il y a une espèce d'intérêt face à ces dystopies-là. Donc, on est encore à y réfléchir, à savoir, OK, bien, c'est présent, on n'a pas le choix de les aborder, mais il faut le faire de manière judicieuse. Il faut le faire de manière réfléchie. Puis,
il est là notre grand problème en éducation, c'est qu'actuellement, on ne peut même pas former adéquatement nos enseignants et nos enseignantes sur ces questions-là. Donc, ils s'en vont enseigner, puis parfois, ils n'ont même pas entendu parler d'éducation à l'environnement dans nos facultés. Donc, c'est excessivement problématique parce qu'ils pourraient partir avec des ouvrages comme ceux-là puis faire beaucoup plus de tort que de bien. Donc, c'est pour ça que, pour moi, de militer pour une éducation à la fin de l'humanité, je suis toujours très, très réticente. Je me dis qu'on n'est pas prêt à ça. Il faut aller davantage vers d'autres types de littérature ou d'autres types d'approches avant qui pourraient aussi nous être utiles. C'est sûr que pour la suite du monde, j'aime bien Pierre Perrault par rapport au fleuve Saint-Laurent. Qu'est-ce qu'on a envie de préserver? Qu'est-ce qu'on a envie de mettre comme temps, comme énergie, comme être humain pour préserver cette beauté du monde-là? Des notions du bien commun. Moi, avant de venir ici ce soir, j'ai marché le long du fleuve. Chaque ville au Québec, à travers les 15 dernières années où j'ai donné des conférences, j'ai toujours eu besoin d'aller me connecter avec une portion de nature, du territoire, le pourquoi je veux préserver ce territoire-là. Fait que moi, je pense qu'au-delà des notions de positivisme, il y a la notion de se connecter à qu'est-ce qui fait du sens pour nous. C'est important aussi, je dirais, de se dire la vérité. Il y a la notion, quand vous regardez les étapes du deuil, les 7 étapes du deuil, je ne les connais pas dans l'ordre et elles ne se vivent pas dans l'ordre non plus, mais la notion du déni. Je pense que psychologiquement, on a besoin d'être dans le déni, puis de poursuivre dans ce qu'on appelle le temps qu'on pourra. Tant qu'on pourra, il y a un soubresaut, je vais continuer à le faire. Je vais le faire peut-être en cachette, je vais le faire de manière... On le voit là, avec l'aviation, le phénomène en Suède, le fly scam, de blâmer les gens de prendre l'avion, puis il y a ceux qui les prennent en cachette, qui paient sa compensation carbone et qui s'affichent dans les écologistes qui prennent l'avion, qui changent d'aller quand on se voit dans un fast-food. mais la notion de se dire la vérité et d'assumer qu'on est aussi la somme de nos incohérences. Et il faut assumer qu'on est dans un monde qui est bourré de déviance et qu'il faut assumer que ces incohérences-là, on doit vivre avec. Fait que la notion de s'alléger, moi, je pense qu'avec soi-même, commence par la notion de résistance, la notion de l'implication et d'accepter des deuils qui ne sont pas d'être dans le déni. Avant de venir, je regardais Jérôme Duprat, là, vous connaissez des cow-boys fringants. Je suis tombé par hasard là, sur quelques énoncés qu'il faisait. Et lui, il disait, on a déjà atteint quelques points de non-retour. Par exemple, les changements de direction des courants marins, les patrons d'incendie de forêt dans la ceinture boréale, la fonte des pergélisols. Cela veut dire que ces éléments ne reviendront pas à leur état précédent. Fait que la notion des deuils, c'est pas être négatif, c'est pas d'être fataliste, c'est d'accepter ces choses-là. Moi, j'ai un enfant, puis quand je suis né, je connaissais pas les bouteilles d'eau. Fait que j'ai vu apparaître les bouteilles d'eau dans les commerces et je voyais ma mère s'indigner de ça. Fait que si vous réfléchissez à ce qu'on pense à la dilution de la pureté, donc moi, je vous invite à réfléchir qu'est-ce que vous avez connu quand vous étiez jeune et qui ne fait plus partie de votre imaginaire ou de votre réalité. Et ça, il faut accepter ces deuils-là. Mais si on les accepte, ces deuils-là, il faut accepter qu'est-ce qu'on est prêt à lutter. Et je reviens à cette lutte-là. J'ai envie que vous luttiez ce soir. Merci. Oui.